Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, vous avez déjà présenté le sujet. Un sujet d'actualité dont les conclusions ou l'épilogue n'est pas achevé. Hein. Donc, c'est un feuilleton, c'est une saga, c'est une série. Je vais commencer par le fameux Trump envoyé en mars 2008. Le fameux tweet, pardon. Trump. Si je commence à faire des lapsus. Mais tweet et Trump, c'est presque pareil. Hein. Donc, le fameux tweet envoyé par Donald Trump le 2 mars 2018, qui, pour notamment les économistes, mais pas uniquement pour eux, a quand même un peu surpris, qui affirmait notamment que les guerres commerciales sont bonnes et faciles à gagner. Bon, ce n'est pas l'impression que l'on avait, c'était pas l'impression dominante, hein, l'opinion dominante qu'on avait jusqu'à maintenant. Alors, quelques mots avant de commencer sur les mesures protectionnistes qui ont été les principales mesures protectionnistes adoptées par l'administration Trump cette année, en 2018, qui marque le début de ce qu'on peut appeler une guerre commerciale. Alors le terme, je ne discuterai pas le terme, il peut éventuellement être critiqué, mais c'est vrai qu'il y a des aspects de guerre à la fois une attaque et des représailles et une défense. Et c'est bien ce qu'on trouve dans ce qui s'est passé en 2018. Donc, notamment en mars 2018, donc, le président Trump impose des droits de douane supplémentaires de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium à tous les pays importateurs. Ce qui va provoquer donc une avalanche de plaintes à l'Organisation mondiale du commerce qui est chargée en principe, on verra pourquoi tout à l'heure en principe, de régler les différends, notamment des plaintes de l'Union européenne, du Canada, de la Turquie, de la Chine. En mai, cette fois-ci, c'est la Chine qui devient particulièrement ciblée, avec un droit de douane supplémentaire de 25% sur 50 milliards d'importations chinoises, des produits de haute technologie, sous l'argument, la justification qu'il y aurait ou qu'il y a des pratiques de pillage technologique notamment, ce qui conduit la Chine à prendre à son tour des mesures de représailles. En août 2018, une nouvelle vague de sanctions toujours contre la Chine, donc des droits de douane de 10% pour 200 milliards d'importations supplémentaires, qui devrait passer à 25% en 2019, avec la possibilité que cette taxe concerne toutes les importations en provenance de Chine. Enfin, ce qui est encore une menace, qui pourrait ou pas se concrétiser d'ici quelques mois, d'ici janvier, c'est une menace des taxations des automobiles européennes, ce qui évidemment effraie beaucoup, non seulement les Européens, mais tout particulièrement l'Allemagne. Donc ça, ce sont les mesures protectionnistes adoptées par l'administration Trump cette année, et en même temps les menaces de protectionnisme. Alors guerre, oui, puisque, comme je l'ai dit, vous avez à la fois donc une offensive, les droits de douane, et des représailles qui sont adoptées par les pays. Alors le plan de la conférence, c'est un plan que j'ai intitulé, une sorte de sous-titre, dans la peau de Donald Trump. Qu'est-ce qui motive Donald Trump ? Pourquoi ces mesures protectionnistes, alors que, bon, a priori, personne ne les attendait, au-delà de ce qu'avait promis Trump, qui tient ses promesses dans ce domaine? Il n'y a pas vraiment de raison économique qui justifierait ces mesures protectionnistes. Alors, notamment, en général, on dit que le protectionnisme, c'est dans une situation de crise économique. Hein, donc, la réponse à la crise économique pour sauver des emplois, pour relancer la croissance, peut conduire à des mesures protectionnistes. Donc, ce n'est pas le cas de la situation américaine aujourd'hui. Aux États-Unis, on a des taux de croissance qui sont autour de 3%, un taux de chômage qui est un peu plus de 3%.
donc quasiment une situation de plein emploi. Donc la croyance que l'on avait, peut-être à tort d'ailleurs, peut-être un peu rapide, selon laquelle le protectionnisme accompagne une crise économique, en tout cas en ce qui concerne les États-Unis, ne se retrouve pas. On attendait un retour du protectionnisme après la crise de 2008. Il n'a pas eu lieu, ou très, très marginalement. Eh bien, c'est 10 ans plus tard, dans une période qui est quand même une période, sans être prospère, qui est quand même plus favorable à la croissance, que le protectionnisme se déclenche de la part des États-Unis, qui sont en principe chargés de veiller à ce que ce type de guerre commerciale ne se déclenche pas. Alors, parmi les raisons évoquées, donc vous voyez le plan de mon exposé. La première, c'est déjà les États-Unis sont traditionnellement plutôt protectionnistes, contrairement à ce que l'on peut penser. Et d'une certaine manière, Donald Trump renoue avec cette tradition américaine. La conception, je dirais, idéologique, ou on va dire idéologique, ou doctrinale de Trump, qui est très nettement mercantiliste dans son discours. Je reviendrai sur en quoi on peut le qualifier de mercantiliste, terme que les économistes utilisent pour caractériser une certaine pensée économique. Un certain refus aussi de l'évolution de la spécialisation autour des chaînes mondiales de valeur. Je reviendrai sur ce concept que l'on retrouve dans certaines des mesures prises par Donald Trump. Le goût de Trump pour la négociation. Trump est un grand théoricien de la négociation, basé sur le rapport de force, le chantage, parfois aussi le mensonge. J'espère qu'il n'y a pas de représentant de l'ambassade ici. Ça me vaudrait, je serais très honoré d'avoir un tweet vengeur de Donald Trump. Ça serait pour moi une source inespérée de célébrité. Mais j'aurais pas cette chance, je crois pas. Trump qui a aussi qui a entamé, au-delà de la guerre commerciale, qui a entamé une guerre beaucoup plus générale contre le multilatéralisme, notamment contre les organisations internationales et tout particulièrement l'OMC. Et enfin, bien la peur que peut ressentir Trump, et derrière lui les États-Unis, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, il n'y a pas de rupture entre le peuple américain et Trump, même si les dernières élections n'ont pas été forcément très favorables à Trump. C'est pas une déroute qu'a connue Trump. Eh bien, c'est un peu la peur de perdre son statut d'hyperpuissance économique et politique du fait de la compétition de la Chine. Alors d'abord, en ce qui concerne la tradition protectionniste américaine. On a la vision d'une Amérique ultralibérale, globaliste, favorable au libre-échange, à la mondialisation, etc. Si on regarde sur l'histoire même récente des États-Unis, c'est pas vrai. Hein. Il y a une tradition protectionniste très très forte et qui est plutôt portée par les républicains, par le parti républicain, donc le parti de Donald Trump, même si autrefois il a été un peu démocrate, et qui est portée par des grands présidents républicains, Lincoln, McKinley ou le président Hoover pendant la crise. Pour protéger l'emploi ou l'industrie américaine des importations. Alors, on voit sur ce graphique dans l'histoire des États-Unis donc différentes phases protectionnistes. Là, vous avez deux graphiques. Celui du haut, c'est plutôt celui du bas, c'est le tarif moyen qui est pratiqué par les États-Unis, et celui du haut, c'est celui où on a éliminé les tarifs qui sont à peu près constamment nuls, puisque ce sont des biens que ne produisent pas les États-Unis et qui sont importés à franchise de droit. Donc vous voyez ces pics dans l'histoire américaine, et les sommets tendent depuis 1820, et les sommets tendent à l'emporter sur les phases de diminution. Donc on a bien au milieu du 19e siècle une phase un peu plus libre-échangiste, mais avec, juste avant Lincoln et avalisé par le président Lincoln, on le voit ici donc en 1860, donc une montée du protectionnisme, une nouvelle diminution un peu avant la guerre de 14, mais très vite, à partir de 1921, un nouvel épisode protectionniste. Et en 1930, donc
des mesures, les Smoot-Hawley ou Hawley-Smoot, selon, selon les Anglais ou les Français, qui est un nouveau pic protectionniste. Alors 1930, vous allez me dire, oui, mais c'est consécutif à la crise de 29, donc on a bien cette relation que j'évoquais tout à l'heure entre la crise économique et le protectionnisme. Mais lorsqu'on regarde d'un peu près, ce n'est pas aussi vrai que cela, puisque en réalité, les mesures protectionnistes avaient été votées par la Chambre des représentants avant la crise, avant le krach boursier de 1929. Donc les années 20 sont des années protectionnistes et Smoot-Hawley est un peu le couronnement de ce protectionnisme. Puis avec la guerre, le GATT, c'est la période où les États-Unis prônent le libre-échange. Donc on a effectivement une diminution des tarifs. Mais malgré cela, les tensions protectionnistes ont toujours existé, notamment de la part des administrations républicaines, plus que démocrates, au moins jusqu'aux années 60, où au moins l'électorat démocrate, qui a un peu changé, sous l'influence des syndicats, devient plus protectionniste. Et les républicains, sous l'influence du néolibéralisme de Donald Reagan, deviennent un peu plus libre-échangistes. Mais en réalité, vous avez parmi les démocrates ceux qui sont dans les États qui se trouvent menacés par les importations des représentants ou des sénateurs protectionnistes, chez les républicains aussi. Donc le clivage politique s'estompe. Le parti républicain devient un peu plus libre-échangiste, le parti démocrate moins, ce qui provoque d'ailleurs la candidature en 1992 d'un républicain dissident, une sorte de Donald Trump avant la lettre, mais qui lui est dissident. Il n'a pas l'investiture du parti républicain. Il est donc candidat indépendant contre Bush père et Clinton, et il a quand même 18,9% des voix. Ce qui montre bien l'importance de cette frange importante du Parti républicain qui reste protectionniste, même si l'administration Reagan s'est voulue plus libre-échangiste. Elle s'est d'ailleurs voulue plus libre-échangiste, mais si on regarde dans les années 80 ou 90, on a des guerres commerciales menées essentiellement par les États-Unis, un peu par l'Europe, mais pas contre la Chine, contre le Japon. Et le discours qu'on trouve à l'époque contre le Japon, eh bien, c'est à peu près le même que celui qu'on retrouve aujourd'hui contre la Chine, pillage technologique, etc. Salaire trop bas, manipulation des taux de change, etc. C'était exactement la rhétorique qui était déjà utilisée dans les années 80-90 contre le Japon. Donc c'est pas nouveau et d'une certaine manière, Trump renoue avec cette tradition américaine du protectionnisme, tradition américaine et je dirais du Parti républicain, même si le Parti démocrate, ces 20 ou 30 dernières années, a lui aussi été souvent assez réservé vis-à-vis de la libéralisation des échanges. Alors le deuxième élément, c'est le corps doctrinal de Donald Trump, qui est le mercantilisme. Le mercantilisme, c'est cette doctrine économique qui date du XVe siècle et qui avait comme objectif un équilibre et même un excédent de la balance commerciale. Donc on doit exporter plus que ce que l'on importe, ne serait-ce que pour accumuler des réserves en métaux précieux, en or ou en argent, qui sont le symbole de la richesse. Alors dans ce schéma-là, où l'objectif est d'avoir un excédent de la balance commerciale, eh bien c'est forcément une doctrine qui est assez, je dirais, qui n'est pas très apaisante. Elle n'est pas très apaisante parce que si des pays ont un excédent commercial, s'ils exportent plus que ce qu'ils importent, vous en avez forcément d'autres qui sont en déficit commercial. Donc on a des gagnants et on a des perdants. Donc ce jeu de gagnants et de perdants, eh bien c'est dans la rhétorique de Donald Trump, à part que pour lui, c'est un jeu gagnant-perdant, donc très, très mercantiliste. Et les perdants, ce sont les États-Unis. La preuve, c'est qu'ils ont un déficit commercial important. Donc ça, c'est intolérable pour Donald Trump. Ajoutez à cela que non seulement il raisonne sur le déficit global des États-Unis, ce déficit commercial qui est de l'ordre de 800 milliards de dollars, donc effectivement un déficit commercial très, très élevé, très, très important. Mais il raisonne aussi sur les déficits bilatéraux, notamment le déficit assez énorme que les États-Unis ont ou semblent avoir
mais statistiquement ils l'ont, avec la Chine. Évidemment, raisonner sur un déficit bilatéral, je vais y revenir tout de suite, ça n'a pas forcément grand sens. S'ajoute à ça un mercantilisme qu'on pourrait qualifier de colbertiste, qui est un mercantilisme qui fonde sur l'industrie, la nécessité d'avoir une industrie forte, le fondement de la croissance économique. Donald Trump, comme les mercantilistes colbertistes, entre guillemets, on en a un certain nombre en France aussi, ignore assez facilement les services, alors que les États-Unis ont une domination qui reste relativement forte dans les services, qui ne fait qu'accroître. Si on ignore les services, ça ne fait qu'accroître les difficultés américaines en termes de balance. Alors vous avez ici la balance, l'état donc du commerce américain, donc moins 807 milliards de dollars de déficit commercial, c'est-à-dire sur les biens, mais un excédent de 255 milliards sur les services, ce qui fait porter donc le solde, exportation de biens et services, plus ou moins la balance courante américaine à moins 552 milliards de dollars. On voit les chiffres uniquement pour les biens en ce qui concerne la Chine, donc 130 milliards d'exportation contre 505 milliards d'importation, donc un déficit bilatéral avec la Chine de 375 milliards. Donc ces chiffres, évidemment, servent d'argument à Donald Trump pour essayer de modifier cette situation. Alors les limites de cette approche, ces limites doctrinales, bien, on les connaît depuis 3 siècles à peu près, lorsque les pères fondateurs de l'économie politique libérale dont on a hérité, ont critiqué le mercantilisme, Hume, Montesquieu, Adam Smith, qui ont tous critiqué le mercantilisme. Même si elle était vraie, cette doctrine ne s'appliquerait pas très bien aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que dans le mercantilisme d'origine, en tout cas, il s'agit d'augmenter ses réserves en or ou en argent. Alors on a montré après les effets pervers que cela pouvait avoir, mais ce n'est pas le sujet ici. Donc augmenter ses réserves d'or et d'argent. Aujourd'hui, où l'or et l'argent sont démonétisés, ça serait plutôt augmenter ses réserves en devises. Mais pour les États-Unis, ça n'a strictement aucun sens. S'il y a bien un pays où ça n'a aucun sens, ce sont les États-Unis. Pourquoi ? Eh bien parce que le dollar est de très loin la monnaie dominante et que vous avez plus de 60% des réserves mondiales qui sont exprimées en dollars. Donc c'est comme si on crée de l'or. Si on raisonne en termes mercantilistes du XVIe siècle, où les réserves c'était de l'or, là c'est du dollar et c'est les États-Unis qui créent le dollar. Donc il n'y a pas vraiment de problème. D'ailleurs, de fait, les États-Unis ont très très peu de réserves en devises parce qu'ils n'en ont pas besoin. Donc déjà, du point de vue de l'écart entre la réalité du XVIe siècle et la réalité du XXIe siècle fait que cette approche n'est pas forcément très justifiée. Évidemment, le déficit bilatéral, ça n'a pas grand sens. Si à la rigueur, on peut s'intéresser au déficit commercial ou de la balance courante pour des raisons d'équilibre macroéconomique, il n'y a pas vraiment de raison de s'intéresser à un déséquilibre bilatéral. Et évidemment, si vous êtes un pays complètement importateur de pétrole, vous serez en déficit avec un pays qui est exportateur de pétrole. Les biens que l'on va acheter dans un pays ne correspondent pas, non pas forcément pour contrepartie, et nécessairement pour contrepartie, les exportations, la même valeur d'exportation vers ce pays. Et puis vous avez les causes de ce déficit. En réalité, un déficit, il peut y avoir des raisons industrielles, mais avant tout, vous avez des raisons macroéconomiques. Quand un pays dépense plus que ce qu'il consomme et dépense, plus que ses ressources, que ce qu'il gagne, vous avez mécaniquement un déficit. Le problème, je dirais, structurel depuis 40 ou 50 ans des États-Unis, eh bien, c'est qu'elle épargne peu, donc consomme beaucoup, et que se rajoute à ça le déficit budgétaire américain, qui est un excédent de dépenses publiques sur les recettes publiques. Donc, parce que les États-Unis épargnent peu, parce que les ménages américains épargnent peu, parce que les entreprises épargnent pas beaucoup non plus, et que le déficit budgétaire américain est ce qu'il est, nécessairement, mécaniquement, vous avez un déficit.
Donc Donald Trump pourra toujours prendre les mesures protectionnistes qu'il veut. Si en même temps il accroît son déficit budgétaire qui devrait bientôt atteindre 5% du PIB américain, ben, il pourra faire ce qu'il veut, il aura toujours un déficit, et plutôt un déficit qui augmentera. Alors peut-être que les Américains vont se mettre à épargner plus, à se désendetter. Bon, pour l'instant, on ne voit pas trop ce qui provoquerait ce reflux. Donc assez bizarrement, à la fois le président critique s'attaque au déficit commercial ou courant américain, si on prend les services, mais il mène des mesures, il prend des mesures macroéconomiques qui vont creuser ce déficit. Donc là, il y a une sorte d'incohérence, une contradiction dans la politique économique du président Trump. Autre élément dans la peau de Donald Trump, c'est qu'il ne supporte pas l'évolution du commerce international qui s'est accélérée, qui n'est pas nouvelle, mais qui s'est accélérée depuis 20 ou 30 ans. Autrefois, on se spécialisait dans les automobiles, dans le blé. Non, aujourd'hui, on se spécialise. Vous le voyez, ce qui est écrit au dos de vos Apple. Hein. Il y en a qui vont se spécialiser dans le design, in California, et puis d'autres qui vont se spécialiser dans l'assemblage. C'est le cas de la Chine. Hein. Qui fabrique le smartphone Apple? Tout le monde. C'est le directeur général du FMI, de l'OMC, pardon, Pascal Lamy, avait forgé le terme Made in the World. Donc beaucoup de produits maintenant sont Made in the World, ce qui signifie que pour fabriquer un smartphone, par exemple, il va y avoir, 40 ou 50 pays qui, à un stade ou à un autre, vont y participer. Ce qui veut dire que les États-Unis importent aussi des biens intermédiaires et exportent des biens intermédiaires. Ce que voudrait Donald Trump, c'est renationaliser, relocaliser davantage sur les différentes étapes du processus de production. Il ne supporte pas que les smartphones soient assemblés en Chine, par exemple. En oubliant qu'en contrepartie, il exporte vers la Chine un certain nombre de composants électroniques. Donc ça, c'est ce qui le gêne un peu. Et il essaie de favoriser, mais peut-être pas très adroitement, une certaine relocalisation par le protectionnisme. Donc sa stratégie, ça va être d'augmenter les droits de douane, en espérant que cela accélérera donc une relocalisation. Si on taxe davantage les importations de smartphones, Apple fera l'assemblage aux États-Unis, sans voir que Apple pourrait très bien faire aussi l'assemblage dans un autre pays que les États-Unis, en Europe par exemple, ou en Afrique, ou en Amérique latine, où eux, ils importeraient l'Apple sans droits de douane ou avec des droits de douane plus faibles. Donc cette stratégie de relocalisation peut avoir des effets pervers si c'est l'arme du droit de douane qui est utilisée. Alors avec une inquiétude supplémentaire, c'est que, évidemment, il y a l'argument qui consiste à dire finalement la Chine est dans une sorte de trappe à spécialisation qui est de se spécialiser dans l'assemblage. Mais après tout, on exporte quand même un certain nombre de composants électroniques vers la Chine qui vont être assemblés à Shenzhen ou dans une zone économique spéciale chinoise. Beaucoup sont aussi des produits, des biens intermédiaires coréens, allemands, japonais, etc. Son inquiétude vient également donc de la stratégie très, très médiatisée de la Chine, qui est le Made in China 2025, qui vise à reconquérir l'amont du processus de production. Pour l'instant, ils sont tout à fait en aval. Hein. Ils assemblent, donc ils fabriquent le bien final. L'idée, la politique industrielle de la Chine, c'est de remonter dans la filière, ce qui compromettrait non seulement les exportations de biens américains, mais aussi certaine supériorité des Américains dans un certain nombre de produits électroniques de haute technologie. Alors, on retrouve cette préoccupation dans la renégociation de l'ALENA, qui est quand même assez étonnante. Donc, l'ALENA, c'est l'accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique.
Et c'est un accord de libre-échange qui a été remis en cause donc assez brutalement par le président Trump et qui a été renégocié. Alors autrefois, dans le secteur automobile, puisqu'en fait l'ALENA ça principalement constitué à renégocier le commerce d'automobiles. Donc auparavant, pour qu'une exportation mexicaine d'automobiles qui serait montée au Mexique, qui serait assemblée au Mexique, il fallait qu'il y ait au moins 62,5% de valeur des pays de l'ALENA. Sinon, on taxait les importations, c'était considéré comme des produits qui venaient de la zone hors ALENA. Donc la renégociation a énormément durci cette condition parce qu'on est passé de 62,5% à 75%. Donc 75% doit être produit dans la zone, donc soit le Canada, soit les États-Unis, soit le Mexique. Mais ce n'est pas tout. Il faut encore qu'on utilise au moins 70% d'acier et d'aluminium en provenance des États-Unis. Et la cerise sur le gâteau qui montre que, en réalité, on veut tout, enfin, non pas tout, mais relocaliser aux États-Unis une bonne partie de la production d'automobiles, c'est que l'on exigera un pourcentage de la valeur du véhicule qui est de 30%, mais qui passera à 40% en 2023, qui serait fabriqué par des travailleurs gagnant au moins 16 dollars américains de l'heure. C'est-à-dire beaucoup plus que le SMIC français. Donc vous imaginez qu'il n'y a pas beaucoup de travailleurs mexicains qui gagnent 16 dollars. Donc on voit bien qu'en plus, il y a une précaution qui est faite pour que ce soit les travailleurs américains qui soient, et donc que ça soit relocalisé aux États-Unis. Alors l'impact de cette mesure et de cette renégociation de l'ALENA, en fait, n'est pas énorme. C'est un peu du vent. C'est un peu du vent, pourquoi ? Eh bien parce que si on ne respecte pas ces règles, certes, les automobiles mexicaines entrant aux États-Unis seront taxées, mais seront taxées à 2,5%. Très franchement, moi, si j'étais un producteur d'automobiles mexicain, qui est souvent un Américain d'ailleurs, je ne m'embêterais pas à essayer de respecter ces règles si c'est compliqué pour moi de les respecter pour payer 2,5% de droits de douane. Enfin bon, toujours est-il, c'est que la démarche, c'est assez illustratif donc, de cette volonté du président Trump de reconquérir certaines portions de la chaîne de valeur et de revenir sur l'évolution des 20 ou 25 derniers, bonne ou mauvaise, c'est une autre question, qui était cette explosion, cette fragmentation de la chaîne de valeur. Alors les dangers de cette reconquête de la chaîne mondiale du valeur, c'est qu'en taxant, on augmente aussi le prix des biens intermédiaires qui sont importés, qui ne trouvent pas forcément des biens intermédiaires équivalents au même prix aux États-Unis, puis on arrive à certaines contradictions. En début d'année, les États-Unis ont taxé les importations de machines à laver qui utilisent beaucoup d'acier. Donc c'était bien dans un premier temps pour les producteurs et les emplois dans l'industrie de la machine à laver. Mais un peu après, il augmente les droits de douane sur les importations d'acier. Donc il augmente le coût de production des machines à laver. Donc ce qui a été gagné par par un protectionnisme en faveur des machines à laver est perdu par le protectionnisme sur les importations d'acier. C'est une des contradictions encore de la politique américaine. Alors on dit souvent dans les manuels d'économie que le protectionnisme, ça augmente le prix pour les consommateurs. C'est vrai pour un certain nombre de produits, mais ça augmente surtout aujourd'hui, justement du fait du développement de la chaîne de valeur, ça augmente surtout le coût pour les producteurs locaux qui utilisent des biens intermédiaires importés. Ce qui, au final, pourrait effectivement augmenter le prix pour le consommateur, puisque les coûts augmentent, mais surtout diminue la compétitivité de l'industrie en cause ou favorise des importations à des prix plus chers. On voit qu'on rentre dans un cercle vertueux où on croit protéger l'emploi dans un secteur pour finalement le protéger nulle part, voire même le déprotéger. Donc ça, c'est là encore une contradiction, une difficulté de la politique américaine dans l'intérêt même des États-Unis. Et puis se pose une autre question, à supposer que la stratégie, que je dise que des bêtises, et que la stratégie de Donald Trump réussisse et que les entreprises veulent relocaliser chez eux
des productions qui avaient été délocalisées, où est-ce qu'ils trouveront l'emploi? Puisqu'on est justement dans une situation de plein emploi. À 3 et quelques pourcents, c'est difficile de recruter. Il y a un tas de reportages partout qui montrent la difficulté que peuvent avoir aujourd'hui les entreprises américaines à recruter. L'autre, encore un point dans la peau de Donald Trump, où je vais aller assez vite sur ce point. Vous voyez le grand livre de Donald Trump qui n'a pas été écrit par lui, et dont le co-auteur depuis a dit les pires horreurs sur Donald Trump. C'est un négociateur, il adore négocier, c'est son hobby. Donc, négocier pour jouer du rapport de force. Alors, d'un certain côté, c'est rassurant. C'est-à-dire qu'on peut se dire que le côté un peu extrême de Trump, les avertissements, les menaces qui sont là pour faire peur, mais qu'après, on va négocier et que les choses s'arrangeront. Peut-être, d'ailleurs, c'est peut-être comme ça que ça va se passer. Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Alors, effectivement, le président Trump a obtenu des négociations qui sont ouvertes, notamment fin août, un accord sur la révision de l'ALENA que j'ai évoqué, qui n'était pas complètement gagné d'avance. Mais je dirais, il a été gagné en grande partie aussi pour ce que je disais tout à l'heure, c'est que finalement, avec 2,5% de droits de douane, c'est pas tellement la peine de se fâcher avec les États-Unis. En septembre, donc, l'accord de libre-échange avec la Corée du Sud a lui aussi été renégocié. Et ça semble-t-il abouti. Et puis, le 16 octobre, donc, l'annonce donc, de négocier un accord commercial avec le Japon, l'Union européenne et les États-Unis. Demande au Congrès donc un mandat pour pouvoir négocier avec ces pays. Alors, avec le côté comique de la négociation avec le Royaume-Uni, puisque le Royaume-Uni, tant qu'il est dans l'Union européenne jusqu'à fin mars, et sans doute après, sans doute parce qu'on ne sait pas encore, mais si le plan qui a été proposé et accepté par Theresa May s'applique, et si la Grande-Bretagne reste dans une union douanière, elle ne pourra pas négocier un accord avec les États-Unis. Bon. Donc, de toute façon, ça sera avec l'Union européenne ou rien. Bon, ça c'est le côté négociateur de Donald Trump. Alors peut-être plus inquiétant pour la stabilité future des relations commerciales, et c'est là où c'est peut-être le plus dangereux, c'est la remise en cause du multilatéralisme en général. Et en ce qui concerne le commerce, ce multilatéralisme est incarné par l'Organisation mondiale du commerce. Donc le multilatéralisme, c'est fondé sur la négociation, la recherche du compromis entre le maximum d'États, si possible tous les États du monde, des règles que chacun est censé respecter. Donc ce multilatéralisme qui a été voulu par les États-Unis, qui a été construit par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, c'est l'ONU, c'est le FMI, c'est la Banque mondiale dans le domaine économique, un peu plus tard le GATT, puis l'OMC, eh bien, il a à la fois été voulu par les États-Unis et la partie des États-Unis un peu internationaliste, plutôt démocrate, que l'on trouve après la guerre de 14 avec le président Wilson, que l'on trouve dans la guerre de 40 avec le président Roosevelt. C'est pas, ça heurte une autre tradition américaine qui est celle que j'évoquais tout à l'heure, qui est celle de l'isolationnisme associé au protectionnisme, qui est au contraire de ne pas se préoccuper des affaires du monde si les intérêts américains ne sont pas directement engagés. Mais ce n'était pas la conception rooseveltienne dont on est encore l'héritier. Notamment, donc, en ce qui concerne le commerce, c'est le GATT, donc, qui est créé en 1948, qui est à la fois donc, un instrument de négociation commerciale pour trouver des compromis dans la libéralisation commerciale. Donc on négocie la baisse des droits de douane d'abord, c'est surtout ce qu'on négocie au début des années du GATT, mais également un certain nombre de règles de comportement pour éviter les guerres commerciales. La règle la plus connue, c'est la clause de la nation la plus favorisée, c'est-à-dire que, par exemple, on appliquera le même droit de douane à tous les pays. On n'aura pas le droit de pratiquer des droits de douane différents. Alors
Il y a une exception évidemment bien connue et qui est devenue très importante aujourd'hui. Elle ne l'était pas dans les années 50. Ce sont les traités commerciaux. Donc en cas de traités commerciaux, c'est une exception. Vous pouvez ne pas taxer les importations des pays avec lesquels vous avez un traité commercial, mais vis-à-vis des autres pays, vous respecterez cette règle, cette clause de la nation la plus favorisée. S'il n'y avait pas eu cette exception, il n'y aurait pas d'Union européenne, soit dit en passant. Puisque, évidemment, à l'intérieur de l'Union européenne, comme vous le savez, il n'y a pas de droit de douane, alors qu'il y en a vis-à-vis des pays extérieurs. C'est une organisation qui est également qui a la possibilité, non pas de prendre des sanctions elle-même, mais d'autoriser un pays à prendre des sanctions à la suite d'une la procédure de règlement des différends qui passe par une première expertise par des experts, puis un organe d'appel, puis le Conseil général de l'OMC qui autorise un pays à prendre des sanctions contre un autre pays. Bon, j'ai oublié de signaler également que l'OMC réglementait des mesures on pourrait dire des mesures de représailles. À l'OMC, on préférait parler de mesures de compensation en cas de dumping, de subvention ou de menaces sur l'existence d'un secteur. Mais c'est encadré par l'OMC. Alors ce qui est important dans ce qu'on va voir, c'est la procédure de règlement des différends, donc qui doit juger, donner tort ou donner raison à telle ou telle partie si une règle du GATT intégrée à l'OMC depuis 1995, si une règle du GATT ou d'un autre accord de l'OMC d'ailleurs n'a pas été respectée. Manifestement, dans la stratégie protectionniste de Donald Trump, on écarte l'OMC. On pourrait utiliser les droits anti-dumping, on pourrait utiliser les clauses de sauvegarde. Ils l'ont fait beaucoup, ils le font encore, l'Europe le fait, la Chine le fait, c'est encadré. Si on l'applique mal, eh bien, on va à la procédure de règlement des différends. Mais dans les différents cas, notamment sur l'acier et l'aluminium ou contre la Chine, non, on ne se réfère pas aux règles du GATT, on se réfère aux règles américaines. Et on prend des sanctions au nom de règles américaines, ce qui était justement interdit, en principe banni, par l'accord de Marrakech en 1994, qui en même temps créait l'OMC, qui révisait la procédure de règlement des différends et qui visait justement à empêcher qu'un pays puisse prendre des sanctions unilatérales n'importe comment. Donc il faut qu'on soit autorisé par l'OMC pour prendre des mesures unilatérales. Ou que l'on utilise, ce que je disais, l'anti-dumping, l'anti-subvention ou les clauses de sauvegarde. Non, ce n'est pas du tout ça qu'utilise Donald Trump. Sur l'acier, il utilise une loi américaine qui date de 1962, que tout le monde avait oubliée, sur la sécurité des États-Unis. Faire croire que les importations d'acier ou d'automobile d'ailleurs, parce que ça va s'appliquer aussi à l'automobile si les droits sont appliqués, venant du Canada, pays membre de l'OTAN, ou venant de l'Union européenne, dont la majorité des pays font également partie de l'OTAN, menacent la sécurité américaine. Ce n'est pas contre la Corée du Nord qu'on utilise cette règle, c'est contre les alliés. Bon, c'est un peu fort, mais sans doute que les juristes ont trouvé des failles dans les règles de l'OMC pour pouvoir le défendre. Alors de même, en ce qui concerne la Chine, ce n'est pas les textes de l'OMC qui d'ailleurs traitent assez mal. C'est vrai, ça c'est un autre sujet où les États-Unis n'ont pas complètement tort peut-être. C'est un sujet pour la future réforme de l'OMC, si elle a lieu un jour, qui ne traite pas forcément très facilement le pillage technologique, les brevets, même s'il y a un accord sur ces questions-là à l'OMC. Non, ils utilisent une vieille section qu'on croyait complètement devenue inopérante, qui est la section 301 des lois commerciales américaines, pas les règles du GATT ou de l'OMC. Alors manifestement, probablement, enfin, je ne suis pas juriste et je suis quand même relativement prudent, les pays européens, la Chine, etc., sont en droit, ils l'ont fait, de porter plainte à l'OMC. Donc il y a eu des plaintes à l'OMC. Le seul problème, c'est que ces plaintes, elles se terminent, la procédure, avant les sanctions, se termine par le jugement de l'organe d'appel, qui a 7 membres permanents, qui doit avoir 3 membres pour pouvoir subsister.
et les États-Unis s'opposent à la nomination des nouveaux juges. Donc normalement, il y en a 7. Aujourd'hui, il y en a 3. En décembre 2019, si aucun n'est nommé du fait du veto des États-Unis, il n'y aura plus qu'un. Donc il n'y aura plus de procédure de règlement des différends. Le seul domaine où l'OMC avait conservé quand même une certaine influence. Pour ce qui était d'organiser les négociations commerciales, non. C'est un échec de l'OMC. Depuis 25 ans, aucune n'a vraiment abouti, sauf quelques petits accords séparés. Mais au moins sur la procédure de règlement des différends, il y avait un consensus pour dire oui, on peut l'améliorer. Tout ne va pas forcément très bien, mais globalement, c'est un grand succès quand même qu'une organisation internationale puisse permettre des sanctions qui s'appliquent à l'Union européenne, aux États-Unis, à la Chine ou au Brésil. C'est quand même assez une avancée du multilatéralisme importante qui fonctionne bien, qui n'avait pas provoqué jusqu'à maintenant de conflits irréversibles et qui risque, si rien n'est fait, donc de mourir de sa belle mort. C'est peut-être pour moi le point peut-être le plus dangereux de la stratégie de Trump, parce que là, ça remet en cause tout le système d'organisation du commerce international qui, quoi qu'on en dise, avait quand même permis d'éviter pas mal d'excès depuis 70 ans. Reste le dernier point, qui est le complexe de la puissance déclinante. C'est pas facile pour une ancienne grande puissance de se sentir menacée. D'ailleurs, je connais une certaine grande puissance passée il y a très, très, très longtemps qui n'a toujours pas compris que ce n'était pas une grande puissance. La Grande-Bretagne, enfin le Royaume-Uni, pardon, le Royaume-Uni, pas la Grande-Bretagne, qui n'a toujours pas compris que c'était plus une grande puissance. Donc, et croyait encore qu'en quittant l'Union européenne, tout le monde accourrait vers elle pour signer des traités commerciaux qui embêteraient bien les Européens, et tant pis pour eux. Bon, ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Bon, je passe la parenthèse et la petite vacherie vis-à-vis de nos amis britanniques autour du Brexit. Là, le sentiment des États-Unis, mais qui n'est pas nouveau, ils l'ont éprouvé vis-à-vis du Japon dans les années 80, ils l'éprouvent maintenant peut-être avec plus de consistance vis-à-vis de la Chine, c'est la menace chinoise donc, qui remettrait en cause ce statut d'hyperpuissance. Ce n'est pas pour rien, évidemment, que les États-Unis s'attaquent à la Chine. C'est la première puissance commerciale, déjà. Mais une puissance commerciale un peu en trompe-l'œil. C'est un peu en trompe-l'œil parce que c'est la plus grande puissance commerciale parce qu'elle exporte beaucoup. Le problème, c'est que le contenu de ces exportations est pas forcément toujours très chinois. Dans le smartphone exporté par la Chine et qui rentre dans les exportations chinoises, en réalité, c'est des réimportations américaines pour les composants américains qui sont dedans ou des exportations coréennes ou japonaises voire chinoises pour la batterie ou pour les composants électriques. Mais c'est vrai qu'en termes de chiffres, c'est la première puissance commerciale avec beaucoup d'ambition, de plus en plus d'ambitions qui sont affichées. J'ai parlé tout à l'heure du Made in China, la route de la soie, One Road, One Belt, ce programme chinois qui fait peur à beaucoup de monde, peut-être à tort. Présence en Afrique, etc. Bon, il y a une menace chinoise qui est vraie ou pas vraie, c'est pas lieu ici d'en débattre, qui inquiète beaucoup les États-Unis. Donc d'une certaine manière, c'est une guerre, je dirais, commerciale, pacifique, mais qui a aussi un élément géopolitique important. Comment préserver l'hyperpuissance ou la superpuissance des États-Unis qui avait cru dans les années 90 devenir la seule puissance du monde et qui s'aperçoivent que la Chine peut les embêter. Et secondairement, l'Europe aussi. S'ils s'attaquent aussi à l'Europe, c'est parce que l'Europe, ça l'embête. Qu'est-ce qu'ils font tous ces pays à se mettre ensemble pour l'embêter? Ça serait tellement mieux si l'Union européenne éclatait. Alors, vis-à-vis de la Chine, en tout cas, Trump... Alors, et on est toujours dans le rapport de force, mais c'est un rapport de force qui n'est pas forcément toujours favorable aux États-Unis, ne serait-ce que parce que
La Chine détient quand même pas mal de créances en dollars sur les États-Unis, donc ils peuvent provoquer quelques remous s'ils se mettaient à vendre massivement les titres américains, qu'ils ont un certain monopole sur des produits qui intéressent les États-Unis, les terres rares par exemple. Il y a un conflit à l'OMC actuellement sur les limitations aux exportations de terres rares de la Chine. Donc il y a un certain nombre quand même d'atouts de la Chine, en dehors de sa puissance économique, commerciale et militaire, pour embêter les États-Unis si les États-Unis les embêtaient de trop. La stratégie de la Chine, d'ailleurs, est de se positionner actuellement en faveur du multilatéralisme, défendre le multilatéralisme, éventuellement avec les Européens qui restent néanmoins assez méfiants pour l'instant vis-à-vis d'une alliance avec la Chine. Alors, en conclusion, à court terme, je dirais que les mesures prises par Donald Trump risquent d'être assez coûteuses pour tout le monde, y compris pour les États-Unis. Elles provoquent une certaine instabilité, une modification des prix et des coûts des biens intermédiaires, des produits qui obligent les entreprises à s'adapter à cette nouvelle situation. Mais ça ne va pas favoriser la croissance, c'est sûr, mais de là à provoquer un effondrement de l'économie mondiale, sûrement pas, sauf si ça activait une crise financière du type de celle de 2008, ou encore pire que celle de 2008, où là, évidemment, ça se rajouterait et ça n'arrangerait pas les choses. Ça rendrait peut-être plus difficile la coopération qui a quand même pas mal fonctionné après la crise de 2008 et qui a quand même permis d'éviter le pire quand même. On était près du pire en 2008. Bon, la coopération internationale à ce moment-là a quand même fonctionné, pas trop mal pour éviter le pire. À moyen terme, ça peut conduire à des restructurations plus importantes, mais difficiles à estimer et à prévoir, qui peuvent être favorables à l'Europe ou défavorables à l'Europe, selon les cas, plutôt défavorables quand même. Et surtout, donc mon inquiétude, c'est que ça active, que ça amplifie la crise du multilatéralisme, qui ne date pas d'aujourd'hui et qui ne date pas de Donald Trump, mais qui pourrait s'accélérer. Alors là, on ne sait pas trop ce qui pourrait arriver, notamment à risque d'escalade. Si les États-Unis avaient l'idée de quitter l'OMC, ce que je ne crois pas, c'était un peu ce que je disais dans l'article des Échos auquel on a fait allusion, s'il venait l'idée aux États-Unis de quitter l'OMC, ça voudrait dire que la clause de la nation la plus favorisée ne marcherait plus, que chaque pays pourrait imposer le droit de douane qu'il veut vis-à-vis de l'autre, c'est-à-dire que les pays de l'OMC pourraient, dont l'Union européenne, pourraient imposer n'importe quel droit de douane aux États-Unis et les États-Unis n'importe quel droit de douane avec les autres pays, les États-Unis ne seraient plus liés aux règles de l'OMC. Et là, on aurait effectivement un risque de représailles en chaîne qui pourrait devenir plus catastrophique. Bon, je ne crois pas qu'on en est là, qu'on en arrivera là, mais après tout, rien n'est totalement impossible. Merci de votre attention. J'espère ne pas avoir été trop long. Question. Je remarque, enfin normalement je pense avoir la réponse, mais j'aimerais que tu nous donnes davantage d'informations sur la façon dont les États-Unis peuvent bloquer la nomination des juges à l'organe d'appel. Pourquoi c'est ce seul pays qui a cette possibilité, ou au contraire, est-ce qu'il y a une façon d'en sortir? Voilà. C'est pas le seul pays, c'est les 164 pays membres de l'OMC, puisque c'est la règle du consensus qui s'applique. Alors, je pense que c'est contournable, mais ça serait un geste politique fort. C'est-à-dire qu'avec la création de l'OMC, où certains voulaient qu'on abandonne la règle du consensus. La règle du consensus, c'est qu'il faut que personne ne s'oppose à l'OMC. Donc les 164 pays membres. Donc c'est un peu compliqué. Elle a été un peu modérée
en disant oui, mais si on n'arrive pas à un consensus, eh bien on passe à une majorité qui est après définie. Donc dans les textes de l'OMC, il n'est pas impossible de passer à une règle de majorité. Mais ça serait la première fois qu'on passerait à une règle de majorité. Et là, il y a une sorte de tabou qui va peut-être sauter, ce qui serait peut-être pas plus mal, et qui permettrait, dans ce cas-là, effectivement, de passer outre les États-Unis, puisque c'est en plus un pays une voix, contrairement au FMI, où les États-Unis ont un droit de veto à eux tout seuls. À l'OMC, c'est un pays une voix, hein, donc les États-Unis n'ont pas plus de voix que les autres. Donc on pourrait contourner, mais c'est un acte politique un peu inédit, un peu fort. Il n'y a peut-être pas le leadership actuellement à l'OMC pour avoir le courage de le faire. J'ai entendu il n'y a pas longtemps une interview de Pascal Lamy, l'ancien directeur général de l'OMC, qui disait « Oh bon, c'est pas grave, on passera outre. Hein. » Bon, il est bien placé pour savoir si c'est possible. Je pense qu'on sera bien obligé de faire ça, mais qu'on est encore dans une phase d'espoir et de négociation de faire céder Donald Trump avant de passer à cette sorte de tabou qui est de prendre des décisions à la majorité, ce qui déclencherait, là, pour le coup, une avalanche de tweets de Donald Trump. Une autre question ? Je m'interrogeais par rapport à ce retrait du multilatéralisme. Est-ce que c'est aussi un risque au sein de la zone euro ? L'euro en lui-même est relativement lié au multilatéralisme, sauf qu'on a besoin du FMI pour sauver des pays. Pour l'instant, le FMI est pas tellement, il m'a pas semblé qu'il était tellement sur la sellette. Donc il est relativement préservé. Et même s'il y avait un problème avec le FMI, en principe, on s'est doté depuis la crise grecque quand même d'un certain nombre de mécanismes qui permettraient de suppléer au FMI. D'ailleurs, même dans la crise grecque, l'Europe, la Banque centrale européenne ou la Commission ont beaucoup plus prêté à la Grèce que ce qu'a prêté le FMI. Donc je ne pense pas qu'il y ait un impact direct sur la zone euro. Alors après, le reste, c'est plus de l'économie, ça devient du politique, faire pression pour sur tel ou tel pays de la part des États. La stratégie de division de l'Europe a été essayée par Donald Trump. Pour l'instant, elle a raté. De même que au Brexit, la Grande-Bretagne espérait un peu que l'Union européenne se divise sur le Brexit, elle a étonnamment tenu. Donc je ne suis pas tellement inquiet sur cette perspective-là, malgré la crise du problème du multilatéralisme aujourd'hui. Dernière question, s'il y en a une. Sinon, on passe au café. On pourra discuter autour d'un café. Voilà. Ah, Elisabeth. Okay. Oui, j'ai une question peut-être un peu naïve, mais est-ce que tout ça va être remis en cause si un nouveau président est élu dans 2 ans, ou est-ce que ça dépend vraiment de Donald Trump, ou voilà, c'est un peu... Ça, là, il n'est pas sûr que Trump ne soit pas réélu. Oui, c'est ça. Je dirais tout dépend. Derrière Trump, il y a quand même beaucoup de constantes américaines. Hein. La crise du multilatéralisme ne date pas de Trump. Hein. Elle a commencé notamment avec le blocage des négociations commerciales qui sont dues à la fois au système politique américain, c'est-à-dire un Congrès qui a certains pouvoirs et un exécutif qui en a d'autres, et qu'il y a toujours il y a une ambivalence terrible aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est eux qui ont fondé le multilatéralisme actuel et ils ont toujours conservé un fond d'isolationnisme qui font qu'ils le regardent avec méfiance. Alors de temps en temps, ça tombe d'un côté, l'aiguille va vers un côté, de temps en temps vers l'autre, mais le retrait et le début d'isolationnisme américain accéléré par Trump était déjà sensible à l'époque d'Obama. Hein. Donc c'est pas, je dirais, au-delà de Trump, il y a quand même une certaine composante qui est une constante américaine quand même. Et je ne pense pas qu'un nouveau président américain rompe
complètement avec Trump. Alors ça prendra d'autres formes, il y aura moins de tweets, il y aura un autre langage, il y aura peut-être plus de diplomatie, mais les questions fondamentales posées par Trump subsisteront. La réforme de l'OMC, le rôle de l'OTAN, etc. Ça dépasse Trump. Merci. Bon, merci bien. Merci beaucoup. Merci.